bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans V8 le Mag. La semaine va être copieuse avec toutes les expositions et les concentrations autour des 24 heures du Mans et bien sûr cette course qui s'annonce pleine de suspense. Au menu de V8 le Mag, nous ferons un bilan de la journée test et nous écouterons les pronostics de Bruno Vandenstick et de Bruno Palmé du Maine Libre. Nous avons rencontré Élise et Christine Gaudry qui préparent une grande aventure dans le désert. Ensuite, direction le musée des 24 heures pour une exposition sur le Grand Prix de 1967. Nous présenterons l'actualité dans Automoto Show. Pascal Brulon a essayé la Bibi, une voiture électrique de plein air. Et enfin, une sortie du Vespa Club du Mans dans le Morbihan. V8 le Mag en pleine semaine des 24 heures, c'est parti! Après la journée test de dimanche dernier et à une semaine de la course des 24 heures du Mans, Bruno Vandenstick et Bruno Palmé du Maine Libre vous livrent leurs impressions et leurs pronostics. Une journée très instructive et puis en même temps, il faut bien se rappeler quelque chose, il n'y a pas d'obligation de performance à l'occasion d'une journée test. Ce qui veut dire qu'un concurrent qui arrive pour cette journée test et qui se dit voilà on va tourner, on va travailler, on va chercher les meilleurs réglages pour optimiser le comportement de la voiture sans obligation de chrono, eh bien il a quelque part raison. Bon clairement, ceci étant, les Toyota montrent qu'elles sont dans le coup, c'est vrai, Porsche a eu à changer un moteur, mais c'est sûr qu'on va avoir à mon avis des chronos déjà en qualification qui vont être extrêmement rapides en P1. Les deux concurrents LMP1 hybride sont vraiment très forts. Moi je trouve qu'ils sont forts comme jamais, les voitures sont belles et sincèrement à mon avis une pole si la météo le permet en 3.16, 3.15, ça me paraît complètement envisageable. Mais on sait que Toyota est avide de revanche après ce qui s'est passé l'année dernière. L'écurie Nippon s'est imposée et à Silverstone et à Spa lors des deux premières manches du championnat du monde. Donc on a bien vu qu'en termes de fiabilité et de performance, l'écurie était à la hauteur. Maintenant avec trois voitures au Mans et compte tenu de ce qui vient de se passer à la journée test avec des chronos qui sont notoirement supérieurs à ceux de Porsche, on sait que Toyota sera en perfo largement dans les temps. Et après le départ de Audi, on peut penser que Porsche dispose quand même du plus gros budget du plateau, qui est largement au-dessus de tous les autres et je pense même encore largement aussi au-dessus de Toyota. Pour Toyota, c'est un peu l'année ou jamais. Je pense que l'écurie n'a pas d'excuse au départ puisqu'elle dispose de trois voitures performantes. La catégorie LMP2, bon clairement, elle est bien née, les voitures vont vite, elles sont belles, en vitesse, en VMAX, quasiment plus vite, voire plus vite même que des P1. Un très beau plateau, il y a un constructeur qui domine, mais ça c'est pas nouveau, on l'avait vérifié avec les manches précédentes du championnat du monde, c'est Oreca. Mais de toute façon, quelque part, je serais tenté de dire que le moteur étant le même pour tout le monde, il faut tenir sur 24 heures et les châssis Oreca, s'ils partent quand même avec un avantage, c'est pas des super favoris pour autant. J'ai envie de dire tout le monde conserve ses chances. Je serais tenté de dire que dans la mesure où Alpine comme le David Chang Racing possède deux voitures sur la grille de départ, ils font figure de favoris, en sachant qu'Alpine rêve de se succéder à lui-même. Je pense aussi que l'écurie G-Drive, avec la voiture de Rusinov et de Thirier, me semble bien placée. Maintenant, quid de la nouvelle Dallara, de la Riley, qui sont un peu esselées, certes, au milieu du plateau de Ligier et d'Oreca. Mais ça va être une bataille rangée avec plus d'une vingtaine de LMP2 au départ. Il faut aussi signaler que c'est la première fois qu'aux 24 heures du Mans que toutes les LMP2 seront fermées, puisque les modèles ouverts maintenant sont réservés à l'étranger, notamment en Asian Le Mans Série. En catégorie GT, il faut aussi reconnaître que le vainqueur sortant, Ford, n'a pas été le constructeur qui a voulu vraiment créer des coups d'éclat et faire le buzz. Bon, ok, tout le monde a été vite devant, les Ferrari sont là, les Corvettes naturellement, puisqu'elles font aussi le meilleur temps, ils veulent se rattraper par rapport à un petit peu la gifle de l'année dernière, Ford qui gagne et par conséquent Corvette qui passe à côté de la victoire. On va avoir à mon avis un match très équilibré, je crois, dans les bien fondés de la nouvelle, ce qu'on appelle balance de performance, pour effectivement, puisque ce sont des voitures d'architecture moteur différente, de conception différente, parfois même de générations différentes, avoir des voitures de niveau de performance égal, je m'attends à un match très disputé en GTE Pro comme jamais. GTE AM, c'est dans la continuité, j'ai trouvé que tout le monde était bien, la Corvette, l'arbre compétition, c'est un petit peu un coup de cœur perso, je vous le cache pas, mais en fait, dans cette catégorie-là, sincèrement, tout le monde peut se dire, on a même le dernier finalement, le 60e, qui est un équipage en GTE Pro,
peut se dire qu'à la régulière, ils ont aussi une chance de faire quelque chose de bien. En GTE-AM, c'est également une belle bagarre. Ford, qui reste sur une victoire aux 24 heures du Mans, était nettement en retrait lors de la journée test. Je pense que Ford a caché son jeu pour des histoires d'équivalence de performance qui pourraient passer à la trappe lors des essais, mais je pense qu'il faudra encore compter avec eux pendant la course, d'autant qu'ils ont quand même 4 voitures au départ. Même si au niveau pilote, il manquera forcément Sébastien Bourdet suite à son accident à Indianapolis. La présence des ex-pilotes F1, c'est de toute façon déjà un petit peu la première récompense d'un travail qui a été bien fait par rapport à l'intérêt pour des pilotes qui à l'origine ne rêvent que de monoplace, eh bien justement de venir en endurance, parce que ce sont des voitures qui ne sont pas lourdes, qui ne sont pas pataudes. Si ce genre d'image là, ça appartient clairement au passé. Ensuite, il y a un schéma de médiatisation extrêmement bien fait. Il y a des pilotes aujourd'hui qui peuvent venir de la monoplace de très très haut niveau et faire une carrière professionnelle chez un grand constructeurs, on le voit, des Kamui Kobayashi par exemple en sont l'exemple. Et puis c'est vrai ensuite quand on les voit, Sergei Sirotkin aussi qui arrive avec une équipe russe sur l'MP2, Jean-Éric Vergne aussi. Ça c'est tout bon je dirais pour le Mans. Sergei Sirotkin c'est quand même le 3e pilote du Renault F1 Team qui vient faire les 24 heures du Mans, que Renault lui donne quelque part une carte blanche pour venir au Mans. Je trouve ça effectivement très très bien. L'image de Rubens Barrichello qui fait ses débuts au 24 heures du Mans, il y a effectivement pas mal de pilotes de Formule 1. On parle aussi de Jean-Éric Vergne, hein, qui même s'il n'est pas sur une voiture pour gagner l'épreuve, est sur une manœuvre qui évolue en Le Mans prototype 2. Donc dans tous les cas, le niveau des 24 heures du Mans est très très élevé. Et si la météo là encore est de la partie, sincèrement, je pense que l'on pourrait avoir un nombre d'abandons extrêmement faible. Vraiment, je trouve que la course se présente formidablement bien. Élise et Christine vous présentent maintenant un défi de Rose. Bonjour, je suis Christine, je suis secrétaire comptable, je suis la maman d'Élise. Bonjour, moi je suis Élise, la fille de Christine et je suis en BTS hôtellerie-restauration. Nous avons créé l'association Défi de Rose pour participer au Trophée Rose des Sables. Ce sont des images que j'ai vues il y a maintenant 2 ans et je trouvais le projet très ambitieux, mais j'avais vraiment envie de le faire. Quand ma maman m'a dit ça, je lui ai dit c'est avec moi ou personne d'autre, alors on y va, on fonce et voilà dans l'aventure. Le rallye Trophée Rose des Sables, c'est un rallye au Maroc, 100% féminin. L'année dernière, il y avait environ 200 équipages. Et donc on va faire différentes étapes dans le Maroc. Il va y avoir 6 étapes en 7 jours. Et en fait, par exemple, on va avoir une étape franchissement de dune, on va avoir une étape marathon, où là c'est sur 48 heures. Et en fait, on œuvre pour 3 associations. Alors la première, c'est pour la Croix-Rouge, pour qui on va apporter 10 kg de denrées non périssables au village départ. La deuxième association, c'est Cancer du sein, parlons-en. Alors il sera reversé 1 € par kilomètre parcouru par la caravane du trophée. Et la troisième association, c'est Enfants du désert. Alors c'est une association qui aide les enfants à continuer à aller à l'école par exemple et à leur offrir des soins. Alors nous on va leur apporter environ 50 kg de matériel médical, scolaire et de première hygiène. Le top départ sera lancé le mercredi 11 octobre. Nous traverserons l'Espagne pour prendre le bateau le vendredi matin. À partir du vendredi matin on aura notre premier roadbook. Et là, on aura 7 jours de rallye avec boussole et roadbook uniquement. On n'a pas le droit au GPS et nous ne sommes pas chronométrés avec la vitesse. Les difficultés, je pense qu'on appréhende un petit peu, ça va être plutôt de ne pas se tromper dans le roadbook, de bien le suivre et de vraiment pas faire des kilomètres en plus pour qu'on soit bien dans le classement. Pour participer au trophée, on avait le choix de louer une voiture ou d'en acheter une. Nous avons choisi d'en acheter une. Elle est là, juste derrière, c'est un Discovery 2. Ça fait 2 mois qu'on l'a, on lui a fait des petites modifications, on a changé les amortisseurs, plaquettes de frein, disques de frein. Et là, à la fin du mois, l'embrayage sera changé pour être sûr de ne pas être embêté du tout là-bas sur place. Et il nous restera à changer les pneus. On cherche encore un sponsor pour les pneus. Nous n'avons pas d'expérience conduite. On a passé un après-midi au mois d'octobre avec quelqu'un qui nous a expliqué les bases du 4x4, de conduite en 4x4. Et nous partons ce vendredi sur Narbonne faire une formation pilotage et orientation. Préparation physique aussi, on va avoir notamment les bras parce qu'il va falloir le sable, si jamais ça nous embête un petit peu sur les roues, il va falloir enlever le sable. Mais
Oui, sinon on sort beaucoup avec le 4x4, on fait beaucoup de... Enfin, on essaye le plus possible d'aller, par exemple, dans les chemins de forêt ou quoi, pour nous entraîner. Nous avons créé une page Facebook qui s'appelle Défi de Rose. Nous y mettons régulièrement les sponsors qui nous aident, qui nous accompagnent. Et nous avons une page sur le blog de Trophée Rose des Sables qui s'appelle Défi de Rose, Trophée Rose des Sables. Notre budget est presque bouclé, il nous manque environ 1000-1500 €. On estime qu'on fera près de 9000 km. Et pour ça, nous vendons des petits objets, des chèches par exemple, à 10 € le chèche, et des parfums à l'effigie avec le petit trophée Rose des Sables. Le seul Grand Prix de Formule 1 organisé au Mans avait lieu le 2 juillet 1967. Pour ses 50 ans, le musée des 24 heures a organisé une très belle exposition. Lorsque l'Automobile Club de l'Ouest a été créé au début du XXe siècle, on a accueilli ici des Grands Prix. Et puis l'endurance est apparue avec les 24 heures en 1923 et les Grands Prix sont partis ailleurs. En 1950, le pouvoir sportif international avait relancé la compétition automobile de vitesse au plus haut niveau sous l'appellation Formule 1. Et l'appellation Formule 1 existe toujours avec, au fil des époques et des années, différents moyens d'y accéder. Le plus connu, qui soit resté dans nos mémoires pour les gens qui ont aujourd'hui au moins une cinquantaine d'années, c'est les échelons Formule 3, Formule 2, Formule 1. Au fil des années, les Grands Prix de Formule 1, le championnat mondial, a vu une course majeure se dérouler dans chaque pays. Et en France, les années 50 ont accueilli des Grands Prix de Formule 1 à Rouen, à Reims, voire même à Pau. Jamais au Mans. En 1966, l'Automobile Club de l'Ouest avait créé ici le circuit Bugatti, afin de donner une dimension permanente au lieu, avec l'école de pilotage et la possibilité d'y accueillir des épreuves de moto. Comme cela a été précisé, ce Grand Prix était un moyen de faire tester ce nouveau circuit Bugatti par les plus grands pilotes mondiaux. Et pour la seule fois de son histoire, Le Mans, le temple de l'endurance, a accueilli le Grand Prix de France de Formule 1 en 1967, il y a juste 50 ans. Les grands pilotes de l'époque ont dit « il est gentil ce circuit, c'est pour les Mickey qui s'amusent à tourner en rond ». C'est ce qu'a dit Denis Hulme, qui figure second sur le podium à l'arrivée de cette course. L'autre point qui nous a incité à nous pencher vers cette grande époque, c'est que c'était peut-être la fin, les dernières années d'une époque assez chevaleresque dans la course. D'abord, les pilotes étaient totalement polyvalents, pluridisciplinaires, ils couraient en endurance, ils couraient en Formule 1, on en a vu quelques-uns même en rallye. Et il y avait 15 voitures au départ, c'est peu par rapport à ce qu'on peut avoir aujourd'hui à certaines autres épreuves dans d'autres pays du monde. 15 voitures au départ, 15 pilotes de renom. Sur ces 15 pilotes de renom, 14 ont fait les 24 heures du Mans. Sur ces 14, 6 les ont remportés. Graham Hill, Pedro Rodriguez, Bruce McLaren, Chris Amon, Jochen Rindt, Dan Gurney. La même année, il avait gagné les 24 heures ici, avec Gurney Foyt, en 67, il y a tout juste 50 ans, avec la Ford MK4. Un Grand Prix avec un podium de rêve, Jack Brabham, qui lui a un nom évidemment très connu, mais qui a fait très peu de choses aux 24 heures du Mans. Par contre, ses 3 fils ont tous couru les 24 heures et 2 les ont remportés, les 2 fois avec Peugeot, la 905 en 93 et la 908 en 2009. Donc une lignée de famille avec une histoire assez extraordinaire. Denis Hulme est 2e, Jackie Stewart est 3e. De ces pilotes, aujourd'hui, il reste 3 pilotes vivants. Anderson, le Britannique, qui n'est plus du tout sur la scène publique, qui a arrêté de courir très peu de temps après. Dan Gurney, qui aujourd'hui vit aux États-Unis, est âgé de 88 ans, est un monsieur respectable. Et Jackie Stewart, qui lui continue à défendre les couleurs du tartan écossais dans l'histoire de la course automobile avec beaucoup de panache. Un Français qui participe et qui termine non classé au-delà du délai, un certain Guy Ligier, avec une Cooper Maserati, si je ne m'abuse. Il y en avait 4 de ces Cooper Maserati. Un dernier mot, qui n'est pas le plus drôle, c'est qu'à peu près 7 ou 8 de ces pilotes sont morts en course dans les 3 ou 4 années qui ont suivi, voire cette année-là. Denis Hulme, lui, est mort bien plus tard au volant d'une voiture d'un arrêt cardiaque qui s'est arrêté doucement sans accident. Il avait 58 ans et c'était aussi une époque excessivement difficile.
pour les circuits. Il y avait très peu de sécurité. On est surpris de voir ces voitures en 1967 sans aucun appendice aérodynamique. Il n'y a pas encore d'aileron, il n'y a pas de flap, il n'y a rien du tout. Le règlement, c'était 600 kg et 400 chevaux. Et là, je suis assis sur le pneu de la BRM H16 avec un moteur absolument fabuleux, 2 8 cylindres à plat posés l'un sur l'autre comme un fraisier ou un millefeuille, hein, avec un arbre qui récupère le mouvement des 2 vilebrequins superposés au milieu. Ça ne marchait pas très bien, c'était lourd, mais il fallait avoir l'envie de concevoir un moteur aussi fabuleux. Un autre point fort, c'est la Lotus 49 ici, qui est l'une des toutes premières apparitions du moteur V8 Ford Cosworth, qui a eu une carrière extraordinaire. Ce moteur a remporté les 24 heures du Mans avec la Rondeau de Jean Rondeau, notamment en 1980, et qui était apparu pour la première fois en avril 1967. La Matra MS5 a couru une course de Formule 3 avec 2 manches le matin et la finale le soir après le Grand Prix de F1. Le vainqueur, Henri Pescarolo. La R8 Gordini est là car le samedi, une manche de la Coupe R8 Gordini nationale avait eu lieu sur le circuit du Mans. Et la voiture qui est là est conforme aux voitures qui couraient à l'époque avec ses roues de série sans élargisseur de voie. Donc on a essayé de reconstituer cette histoire, d'en parler, de raconter un petit peu notamment l'extrait du mot du président de l'ACO, Jean-Marie Lelièvre, qui dit ce que j'ai dit un petit peu au début, pourquoi ce Grand Prix a lieu ici. Et c'est vraiment un événement exceptionnel qui ne se reproduira pas de sitôt, a-t-il écrit. Voilà, nous avons actuellement une Cooper Maserati, la Lotus Cosworth, la BRM et la Brabham Epco du vainqueur, Jack Brabham, qui construisait sa voiture avec un V8 d'origine Chevrolet, revisité par Repco en Australie avec des pièces fabriquées en Grande-Bretagne comme il se doit au sein du Commonwealth. Merci de l'intérêt que vous pourrez y porter et c'est visible jusqu'au dimanche 3 septembre. C'est maintenant le moment de l'actualité automobile avec Automoto Show. Nous prenons tout d'abord la direction du circuit du Nürburgring où les records du Tour pleuvent après Lamborghini et sa Huracan Performante. Et après le constructeur chinois NIO et sa supercar électrique EP9, c'était récemment au tour de McLaren de s'illustrer sur la célèbre boucle nord du tracé allemand. Et pas n'importe quelle McLaren, puisqu'il s'agissait de la P1 LM, une version allégée de la McLaren P1 et dotée de 40% d'appui supplémentaire, préparée par le vainqueur des 24 heures du Mans 1995, Lansante Motorsport. Après s'être déjà illustré à son volant lors du festival de Goodwood en juin dernier, le pilote suédois Kenny Brack a bouclé avec la version prototype de cette McLaren P1 LM un tour de l'enfer vert en seulement 6 minutes 43 secondes et 2 dixièmes. Un tour record qui devrait celui-là tenir encore quelques temps. Direction l'aéroport Paris-Charles de Gaulle maintenant, où Porsche, avec la complicité d'Air France, a établi un nouveau record du monde insolite avec son Porsche Cayenne qui a tracté sur la distance de 42 mètres un Airbus A380. Le Porsche Cayenne, dont le gabarit n'excède pas 4,80 m de long, a ainsi intégré la liste des Guinness World Records dans la catégorie de l'avion le plus lourd tracté par une voiture de production, en promenant derrière lui l'impressionnant A380 dont la fiche technique fait état d'une longueur de 73 mètres pour un poids de 285 tonnes. Le précédent record était détenu depuis 2013 par le Nissan Patrol, qui avait tracté alors un avion cargo Ilyushin de seulement 171 tonnes sur plus de 50 mètres. Porsche assure que le Cayenne, crédité de cet exploit, est ensuite rentré à Londres par la route sans rencontrer le moindre problème. Renault Sport a profité des célébrations des 40 ans de présence de Renault en Formule 1, organisées dans le cadre du récent Grand Prix de Monaco, pour lever le voile sur sa nouvelle Mégane RS. La sportive aux losanges, revêtue pour l'occasion d'une livrée à damier noir et jaune, reprenant les couleurs de Renault Sport, a bouclé quelques tours du tracé monégasque, avec à son volant le pilote du team Renault Sport F1, Nico Hülkenberg. Tous les détails concernant cette nouvelle Mégane RS ne sont pas encore connus, mais ces derniers devraient être dévoilés peu avant le salon de Francfort, où elle sera officiellement révélée le 12 septembre prochain. La commercialisation de cette nouvelle Mégane RS est quant à elle programmée pour 2018. De sportive, enfin, il est encore question avec une exceptionnelle Porsche 911, la 993 GT2 Evo de 1995, que la maison américaine Mecum Auctions a vendue le 20 mai dernier lors de sa vacation d'Indianapolis pour la somme astronomique de 1,45 million de dollars.
1 300 000 €. Figurant parmi les modèles les plus rares proposés au catalogue de Porsche, la 911 GT2, développée par le constructeur de Stuttgart pour participer au championnat FIA GT1, était dotée dans sa version Evo d'un kit aérodynamique spécifique et embarquait sous son capot un flat 6 3,6 litres biturbo développant quelques 600 chevaux et 665 Nm. On retrouve Pascal Brulon qui vous propose une auto électrique de plein air, la Bibi, une voiture sartoise. Surprise, on est au cours de la semaine des 24 heures, donc on ne peut quand même que parler compétition automobile, même si on parle voiture électrique. Aujourd'hui, on est dans une écurie de course que vous connaissez évidemment, puisqu'il s'agit de Beta et Epsilon. Ce monstre que vous voyez devant vous, c'est une Infiniti, mais une Infiniti unique. Elle aurait pu être la première d'une série, d'un championnat. Et ceci grâce à Beta Epsilon et Michel Lecomte notamment qui se présente devant nous avec ce petit bijou, la Bibi. Bonjour Michel. Bonjour. Alors 2 mots quand même sur l'Infiniti. L'Infiniti, c'est un produit que nous avons créé pour un grand constructeur. C'est sur la base du modèle Q50. Cette voiture est une voiture de course qui est dérivée d'une voiture de série. C'est l'esprit de la GT en fait. Alors des prototypes, on va en découvrir aujourd'hui. Ce sont ceux de la Bibi, même si elle est déjà produite en série. Alors 3 mots sur la jeunesse de l'histoire. Comment elle est née, la Bibi? Alors la Bibi est née du rapprochement de 2 entreprises, donc de Beta Epsilon, qui est notre bureau d'études, qui dessine des voitures et qui exploite des voitures depuis de très nombreuses années, et d'un industriel des Vosges qui, lui, fabrique des pièces de suspension et de trains roulants, et qui a en charge l'assemblage de la voiture. Donc en fait, c'est un accord Est-Ouest, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'au Mans, on fait l'étude, on a créé la voiture, on crée une grande partie des pièces, on fait le développement, l'homologation avec l'UTAC à Montlhéry. C'est-à-dire les protos, hein? Oui, tout à fait. Et puis ensuite, l'assemblage, le relais est pris dans les Vosges et l'assemblage est réalisé dans l'usine VT2I. En revanche, les batteries sont Mancel. Les batteries sont Mancel, c'est Iforvic qui nous fabrique les batteries. Donc c'est aussi un gros avantage en développement d'avoir le principal fournisseur qui est à 450 mètres de chez nous. Alors on va la décrire, cette Bibi. Alors la première chose à dire, voiture électrique de niche, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Oui, donc nous, notre objectif, c'est de travailler sur des niches. Et donc l'application, la première qui vous est présentée là, c'est une application destinée au marché du loisir. Ce sont les hôtels qui, en fait, peuvent offrir de la mobilité à leurs clients, surtout pour les clients qui viennent en vacances en avion ou en bateau. Le deuxième type de clients, ce sont les loueurs, mais en fait le client final reste le même. Ce sont les loueurs qui sont dans les zones balnéaires. Les 2 axes de travail qui ont supporté l'étude de cette voiture, c'est le premier, c'est que en vacances, en famille, il faut une voiture un petit peu plus ludique, un peu plus ouverte, un peu plus fun, un peu plus vacances. Et le deuxième, c'est une facilité d'entretien, une facilité de maintenance pour les loueurs et les hôtels. La particularité de la voiture, c'est qu'elle peut se laver au jet à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc les sièges, ils sont faits avec des matériaux style revêtement de sièges de bateau, résistants aux UV, résistants à l'eau. Alors caractéristiques techniques? La voiture a une autonomie de 80 à 100 km, ce qui est faible comparé à une Tesla, bien évidemment, mais ce qui est très très largement suffisant pour une personne qui est en vacances. La tension de la batterie, c'est 48 volts ou 72-17 volts. Alors la 48 volts a été aussi un choix technique pour que la maintenance puisse s'opérer dans toutes les îles et dans toutes les contrées lointaines où il n'y a pas forcément de mécaniciens qui sont habilités et certifiés pour intervenir sur des voitures électriques. Évidemment. Et alors le plus de Beta Epsilon, j'allais dire, c'est le châssis peut-être, non? C'est un châssis extrêmement léger, 100% aluminium. Donc la voiture ne fait que 640 kg pour le plus petit modèle à vie. Les suspensions sont des suspensions typées assez dynamiques. Pas de barre anti-roulis. Oui, alors on a aussi réussi à dessiner une voiture qui n'a ni barre anti-roulis à l'avant ni à l'arrière. Et ça, c'était une demande pour les Caraïbes et notamment pour l'île de Saint-Barth, où en fait l'accès dans les maisons avec des rampes extrêmement fortes donnait du contrebanking
procure facilement une roue en l'air et donc pas de traction. Bon, autre caractéristique, vous en êtes particulièrement fier, avec celle qui est juste à côté de vous, c'est qu'elle peut monter des côtes particulièrement pentues. Oui, alors l'objectif et le cahier des charges c'était 33%, donc le record c'est 41%, ce qui est énorme. Donc on a une version spécifique pour toutes les îles où les maisons sont en fait construites les unes au-dessus des autres sur des pentes extrêmement raides. Bon, là, elle a été lancée il y a un peu plus d'1 an au Salon de Genève, gros succès ce jour-là. On en est où maintenant de la commercialisation ? Au Salon de Genève, on a eu un retour assez fantastique sur le fait que en fait, beaucoup de gens recherchaient ce type de véhicule plutôt loisir, plutôt plaisir en fait. Hein. Et entre décembre 2016 et février 2017, nous avons vendu 50 voitures. Ah oui, avec 200 intentions de commande. Et donc, le système commercial se met en place. Avant de nous quitter, des images du Vespa Club du Mans qui est parti le week-end de l'Ascension vers Quiberon pour prendre l'air marin. 22 Sartois étaient accueillis par 22 Morbihanais qui ont organisé 2 belles journées de visite de la région sous un soleil radieux. Les scooteristes ont parcouru près de 250 km pour découvrir Étel, le château de Rimaison, la presqu'île de Quiberon et sa côte sauvage, Portivy, Auray, la Trinité-sur-Mer, Carnac et ses alignements. 45 vest-pistes pour une trentaine de scooters qui ont sillonné les petites routes du Morbihan en évitant les grands axes encombrés par les nombreux touristes qui avaient également fait le déplacement pour ce beau week-end de l'Ascension. Le Vespa Club du Mans remercie chaleureusement le Vespa Scooter Club du Morbihan pour son accueil et l'organisation de ces 2 journées à charge de revanche. V8 Le Mag se termine. Merci à Bruno Palmé et à Bruno Vandestick pour leurs commentaires sur les 24 heures. Merci à Pascal Brulon pour l'essai électrique. Et merci à vous, cher public, pour votre fidélité à V8 Le Mag. Une semaine mythique vous attend, avec bien sûr les 24 heures du Mans, mais aussi les différentes concentrations organisées dans la semaine. Mardi 13 juin, à partir de 16h à Riaudun avec les Runaudières. Et à 19h à Neuville-sur-Sarthe pour la projection du film des 24 heures 2016. Jeudi 15 juin, de 9h à 17h à Arnage dans la course. Vendredi 16 juin, de 9h à 17h à Saint-Saturnin et le classique British Welcome. Et à Mulsanne, de 9h à 22h30 avec le virage de Mulsanne. Et de 17h30 à 19h au Mans avec la parade des pilotes retransmise sur LMTV. Amusez-vous bien, prenez-en plein les yeux, plein les oreilles. Bonne route, à bientôt!